Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Ce sont les nuages qui domineront tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 6 degrés et la maximale de 14 degrés. À la une de notre JT, journée de manifestation pour de nombreux agriculteurs d'Indre-et-Loire. Ils protestent contre l'abattage systématique du troupeau entier lors de la détection d'un cas de dermatose nodulaire sur des bovins. Une mesure imposée par les autorités mais qui aurait un coût psychologique et financier trop élevé selon les éleveurs. Le budget voté en conseil municipal de Tours aujourd'hui. Parmi les principaux points, la réduction de la dette de la ville en 2026. Mais à 3 mois des élections municipales, la séance a pris des airs de campagne électorale. La gare Fondette-Saint-Cyr-sur-Loire reprend vie après 30 ans laissée à l'abandon. L'aller-retour entre la commune et Tours sera désormais faisable en train 7 fois par jour. Le trajet dure moins de 10 minutes. Et puis notre première invitée sera Sophie Bouguera, psychologue et présidente de l'association L'Aparté Les Pâtes au beurre 37. Elle est à la recherche d'un local et de financement pour ouvrir un nouveau lieu d'accueil et d'écoute destiné à la santé mentale des parents. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, les IST, ça n'est plus d'actualité. Question qu'on posera à Clara Renaud-Padovani, chargée de projet au sein du planning familial 37 et qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais à la une de notre journal ce soir, les agriculteurs d'Indre-et-Loire manifestent contre les abattages massifs de bovins. Car l'abattage systématique du troupeau entier est imposé par les autorités sanitaires au moindre cas de dermatose nodulaire détecté. Le but, éviter la propagation de cette maladie très contagieuse et parfois fatale pour les vaches. Mais la coordination rurale et la confédération paysanne dénoncent un coût financier et psychologique trop dur pour les éleveurs. Elles appellent à revoir le protocole de lutte contre cette maladie. Retour sur une journée de lutte dans le département avec Hélène Chaplet et Arnaud Potier. Leur première cible de la journée, la CRS 41, la compagnie républicaine de sécurité basée à Saint-Cyr-sur-Loire. Malgré leurs divergences, les militantes de la Confédération paysanne et de la coordination rurale sont venus réclamer d'une seule voix le soutien des CRS pour ne pas faciliter l'euthanasie des vaches dans les exploitations concernées par les cas de dermatose nodulaire. Si les forces de l'ordre, gendarmes mobiles ou CRS posent les boucliers, posent les casques, il n'y aura pas d'abattage. Objectif atteint, si on pouvait effectivement avoir ce genre de geste de la CR41 et des autres et des gendarmes mobiles. On leur demande de protéger, de maintenir l'ordre, mais en aucun cas de s'opposer aux agriculteurs et de laisser en fait nos manifestations aller au bout, à savoir ne pas arriver à l'abattage. Le gouvernement dit mort aux vaches, mort aux vaches. Donc là, ironiquement, on est venu protéger donc d'autres vaches. Donc on est devant la caserne des CRS, donc pour protéger ironiquement les CRS d'un abattage. Pour faire entendre leur colère et montrer leur soutien aux éleveurs touchés par l'abattage de leur cheptel, des dizaines de tracteurs ont convergé dans l'après-midi vers le centre-ville de Tours et la direction départementale des territoires. Parmi eux, Louis, 16 ans, c'est sa première manifestation. Lui rêve de devenir céréalier, mais il n'en est pas moins solidaire des éleveurs bovins touchés par cette crise. J'ai envie de montrer qu'on est là, qu'on soutient notre métier et puis qu'on donne toute la force qu'on peut, quoi. Même à ce pauvre agriculteur qui a vu ses vaches partir, quoi. Depuis le début de la crise, en juin dernier, 113 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été enregistrés et 3300 bovins abattus. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont pour l'instant épargnés. Cette gestion du gouvernement par l'euthanasie systématique ravive une colère qui ne s'est jamais réellement éteinte. Quand on voit ce qui s'est passé dans l'Ariège, mettre 500 gendarmes devant 300 agriculteurs, c'est pas tolérable. Se faire canarder de gaz par hélicoptère, c'est pas tolérable. On n'est quand même pas des bandits, on est là pour nourrir la France, on aime notre métier, on veut faire de la nourriture noble et on le fait, donc on aimerait bien être respecté. Cette journée de mobilisation s'est conclue ici devant la préfecture avec le dépôt de pneus mais aussi de fumier devant les grilles. Une délégation est actuellement reçue par le préfet. En fonction des discussions, de nouvelles actions pourraient être envisagées. Mais tous les agriculteurs que nous avons rencontrés aujourd'hui sur le terrain sont assez clairs sur ce point. Des actions sont envisagées jusqu'aux fêtes de fin d'année. Les salariés de l'usine Brandt de Vendôme, tout juste licenciés suite à la liquidation judiciaire du groupe, ont été reçus par les élus locaux et les services de l'État.
Une réunion se tenait aujourd'hui en présence notamment de France Travail à la salle des associations de Saint-Ouen. Parmi les annonces, celle de la mise en place d'un plan de grand licenciement avec maintien de 75% du salaire brut pendant 1 an et accompagnement renforcé des salariés dans leur recherche d'emploi. A aussi été évoqué comme piste d'emploi 2 entreprises fabricantes de drones pour l'armée qui seraient potentiellement intéressées pour s'installer sur les sites du groupe. Écoutez le préfet Joseph Zimet et Christophe Marion, député du Loir-et-Cher. Ce sont des pistes. Je ne veux pas être optimiste au-delà du raisonnable parce que j'ai aussi connu, comme les salariés de Brandt, des déceptions avec des repreneurs potentiels qui avaient un très beau projet qui finalement ont abandonné. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'apporter aux salariés de l'usine Brandt de Saint-Ouen un maximum d'informations sur ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Donc aujourd'hui, ils vont connaître le détail de nos procédures, le calendrier, dans quelle mesure tout le territoire va se mobiliser pour les accompagner au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, pour les ramener vers l'emploi. Alors la centaine de salariés de l'usine a pu poser ces questions. Tous sont dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel. Écoutez-les. Moi, ça m'inquiète, oui et non. On en retrouvera du travail. Vu ce qu'ils nous ont dit là, ils sont tous là pour nous aider, à travailler. Donc je pense qu'on va y arriver. Mais c'est le coup de se remettre dedans qui est très dur, quoi. Il ne reste plus beaucoup de sociétés sur Vendôme, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas quitter la région ? Je pense que nos élus locaux vont nous aider pour retrouver des emplois assez rapidement. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec leurs réunions qu'ils vont mettre en place. Après, on verra. Allez, retour à Tours à présent avec un conseil municipal aux airs de campagne électorale. Aujourd'hui, le budget 2026 de la ville était soumis au vote. C'était le dernier conseil municipal de ce mandat d'Emmanuel Denis. Parmi les principaux objectifs, baisser la dette de 13 millions d'euros en 2026. Mais avec pas moins de 5 candidats premiers ou seconde liste parmi les élus autour de la table, les prises de parole ont été nombreuses, chacun voulant rappeler sa présence et en profiter pour défendre ou attaquer la politique menée ces 6 dernières années. Lucas Chopin. La ville de Tours a voté son budget primitif pour 2026. Plus de 330 millions d'euros qui permettront entre autres de financer la rénovation de 2 écoles, la reconstruction de 2 crèches ou encore la réhabilitation du complexe sportif Albardier. Mais ce dernier conseil municipal de la mandature a surtout été le théâtre de débats relatifs à la campagne des prochaines élections municipales. Côté majorité, quelques jours après l'annonce de la candidature d'Emmanuel Denis à sa propre succession, on a profité de cette tribune pour défendre le bilan de 6 années d'union de la gauche. Je crois que c'est surtout un conseil municipal de campagne, parce que quand on regarde les faits avec objectivité, la dette de Tours qui était de 211 millions d'euros en 2019, elle est de 178 maintenant, donc elle a baissé de 16%. Et en parallèle de ça, les investissements ont été doublés quasiment. Cependant, cette fois-ci, la gauche ne repart pas complètement unie. Marie Quinton, membre de l'actuelle majorité adjointe déléguée au logement, fait sécession en étant candidate La France Insoumise. Le bilan tel qu'il est présenté aujourd'hui, j'ai aucun problème à le défendre. Néanmoins, la configuration à gauche, vous avez vu qu'elle avait changé au niveau national avec ce projet de loi finance pour la sécurité sociale. Et derrière tout ça, un positionnement des partenaires à gauche qui questionnent. Autre bord, autre candidat. Au centre, Benoît Pierre fait lui aussi campagne et se veut rassembleur. Le compromis, il est vital et je serai surtout un maire de la proximité. Je m'engage sur cette question de la proximité que nous demandent nos concitoyens. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut traiter des sujets du quotidien. Donc je serai un maire de la proximité et un maire du quotidien. Et la campagne des municipales de Benoît Pierre s'est invitée jusque dans le public de ce conseil. En effet, parmi les spectateurs, un certain Alain Dayan, ancienne figure du PS local, adjoint de Jean Germain à l'époque, il a choisi pour 2026 de se rallier à sa cause. C'est un peu facile de mettre des étiquettes. Et ces étiquettes-là, vous savez, elles n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. Elles n'ont plus beaucoup de sens parce que les gens ne se retrouvent plus dans les partis politiques. Notre parti, à nous, c'est Tours. Voilà. Au milieu des échanges virulents et des piques envoyés de tous bords, une voix a fait moins de bruit que les autres, celle de l'ancien maire, désormais candidat de la droite et du centre, Christophe Boucher. J'ai un avantage sur les autres, c'est que j'ai été maire et que je sais que les choses sont un petit peu plus compliquées que les propos d'estrade. Sur l'ensemble des sujets budgétaires, il faut avoir de la mesure. Néanmoins, j'ai quand même souligné que quasiment dans tous les sujets, on était en défaut. C'est-à-dire que ce qui avait été annoncé n'a pas été fait. À l'issue d'une journée de débat, les conseils municipaux de cet exercice sont désormais terminés.
Mais la campagne des municipales, elle, a bel et bien commencé. 30 ans après sa fermeture, la halte ferroviaire de Fondette-Saint-Cyr-sur-Loire reprend vie. Hier matin, le tout premier des trains qui s'arrêtera désormais à Fondette a été mis en circulation. Il est maintenant possible de rallier la commune depuis Tours en train 7 fois par jour. Le trajet ne dure même pas 10 minutes et a été inauguré en présence des élus des collectivités qui ont financé les 4 200 000 € qu'a coûté la réhabilitation de cette gare. Aurélie Renaud. C'est un train pas comme les autres ce dimanche matin en gare de Tours. Le tout premier entre Tours et Fondette. 7 minutes pour relier les deux villes et 7 allers-retours chaque jour. Un projet qui a nécessité la réhabilitation de la gare de Fondette, le tout s'inscrivant dans le cadre du SERM, le service express régional métropolitain, sorte de RER Tourangeau. C'est un moment historique, réouvrir une gare 30 ans après, c'est un signe très positif alors que on voit des régressions de services publics partout. Ici c'est le contraire et c'est la force de ce projet SERM puisqu'il y a eu une coalition entre toutes les collectivités. Accessibilité et aménagement des quais, bornes habillées, parking, la réhabilitation de la halte ferroviaire Fondette-Saint-Cyr s'élève à 4 200 000 €, pris en charge par l'État, la région et la métropole. Une gare qui rapproche Fondette du centre-ville de Tours pour 3,30 €. Je m'attends surtout à des étudiants, je m'attends aussi à certains de mes administrés et plus largement des habitants du Nord-Est à aller sur Tours directement, donc en train, en 7 minutes pour aller en centre-ville de Tours. Je pense que c'est que du bonheur. Et en plus de ça, c'est que le parking de la gare, il est gratuit. D'ici 2040, 30 des 45 gares du département devraient bénéficier d'un train toutes les 30 minutes. L'objectif, rompre avec l'habitude du tout-voiture et permettre aux habitants d'effectuer leur trajet du quotidien en train. Le ferroviaire est en train de reprendre toute sa place. Juste un chiffre, l'an passé, le ferroviaire dans les trains de la région, les trains Rémi, 17% de plus de fréquentation. On voit bien qu'on est sur une tendance lourde de notre société et cette réouverture s'inscrit complètement là-dedans. Chaque matin, 3 trains entre Fondette et Tours à 7h16, 8h08 et 8h58. Un lieu d'accueil pour les personnes en détresse au sein de la famille pourrait bientôt voir le jour à Tours. Le dispositif porte un nom original, la cuisine Les Pâtes au beurre, portée par l'association du même nom. Le dispositif existe déjà dans plusieurs villes, notamment à Blois. Le principe, accueillir parents et enfants dans un endroit plus convivial et leur offrir une écoute. On en parle avec notre invitée Sophie Bouguera, psychologue, psychothérapeute et présidente de l'association L'Aparté Les Pâtes au beurre 37. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Donc la cuisine Les Pâtes au beurre, ce serait une vraie cuisine, mais où on peut rencontrer des psychologues et des éducateurs. Est-ce que j'ai bien compris le principe ? Alors, ça serait un lieu en 3 pièces, dont une cuisine qui est la pièce maîtresse de l'espace d'accueil, où les adultes, les parents, les grands-parents, les personnes concernées par l'accompagnement d'un enfant de tout âge, adolescent y compris, pourraient venir en cas de question. Il y aurait cette cuisine qui se veut conviviale. La première question étant, voulez-vous un thé, un café ? L'idée étant de s'installer, il y aurait un deuxième espace qui est un espace de jeu où les enfants peuvent circuler en toute sécurité et un espace intermédiaire, un espace entre deux. Ce lieu, il est pensé de cette façon-là pour justement travailler des questions autour de la séparation. Et pouvoir venir avec ses enfants. Par exemple, ou sans. Ou sans, si avec, on a envie. Ouais. Pourquoi une cuisine ? On imagine que c'est peut-être pour faciliter la démarche. C'est ça. L'idée, c'est que les gens puissent venir en désacralisant la démarche vers un psy, avec les guillemets qu'on peut y mettre, c'est-à-dire des psychologues, des psychomotriciens et des pédopsychiatres ou psychiatres, qui ont une expérience d'au moins 5 années dans l'accompagnement des enfants et des familles, et qui continuent de se former à ce type d'accueil. Et l'idée, c'est de troquer effectivement le bureau des psys pour une cuisine. Vous vous adressez donc aux parents qui sont en difficulté autour de leur lien familial, ça peut être, ou aux grands-parents avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants. Quel questionnement ça peut être concrètement ? Alors très concrètement, ça peut être une maman qui est dans sa grossesse première ou une autre grossesse et qui a des interrogations qui pourraient devenir des problèmes parce que devenir une angoisse. Et il y a cette idée de la prévention. Il peut s'agir de parents avec de jeunes ou de moins jeunes enfants, de grands-parents
ou de personnes qui côtoient des situations qui interpellent avant de devenir une difficulté particulièrement, et surtout dans une certaine rapidité, avec une gratuité. Il n'y a pas de conditions, on parle d'inconditionnalité d'accès, que ce soit la localisation, que ce soit l'origine des personnes. C'est vraiment ouvert à tous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'injonctions sur la parentalité aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via les discours, je sais pas, de médecins, de son entourage? Effectivement. C'est ça qui souvent met les gens dans une certaine difficulté? Il y a un certain mode d'emploi qui est affiché aujourd'hui via les réseaux et les discours dits d'experts. Nous, ce que nous soutenons dans le travail au Pâte au beurre, c'est justement que les personnes les mieux placées pour essayer de penser leur propre façon d'être parents, ce sont les parents concernés. Ce sont les adultes qui fabriquent leur façon d'être parents à eux, en fonction des événements qu'ils traversent. Et il y a un manque d'infrastructures, d'accompagnement sur ce genre de questions et la santé mentale des parents aujourd'hui à Tours? À Tours, il y a, comme partout sur le territoire national, à peu près, il y a des statistiques qui parlent de 47% des adultes, des parents qui se sentent démunis, de femmes et de mères en particulièrement qui se sentent en détresse. C'est l'une des premières causes de suicide chez les mères dans la première année, très concrètement. Donc on est dans une époque où on communique beaucoup autour de la santé mentale, on préfère parler de santé psychique, l'idée étant de prendre soin des liens familiaux. Et donc, maintenant, si ça se concrétise, ils auraient un endroit vers qui se tourner. Alors, le projet aujourd'hui, vous cherchez un lieu et des financements, donc on peut dire qu'il y a une cagnotte qui est ouverte sur Hello Asso. Vous pouvez voir l'adresse qui s'affiche ou vous pouvez contacter l'association à ce mail qui s'affiche également. Merci beaucoup Sophie Bouguera d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Un mot de sport à présent, Faustine, avec Montlouis qui signe un match nul face aux Girondins de Bordeaux. C'était ce week-end. Oui, vous avez peut-être suivi le match en direct sur notre chaîne Val-de-Loire TV. Bien que 14e sur 16, tout juste promu en National 2, le FC Montlouis a tenu tête aux Bordelais. Pourtant premier de la division, ils ont même été devant au score à 2 reprises avant de concéder l'égalisation. Un match frustrant mais encourageant pour les Tourangeaux qui jouaient en plus au stade de la Vallée du Cher devant plus de 5000 spectateurs. Écoutez le coach Zakaria Tari. Au-delà des 6 à 7 000 personnes, je suis très content de la prestation des joueurs. Je pense qu'on aurait mérité, on a été meilleur que cette équipe de Bordeaux, en toute humilité. On a les occasions du 3-1 et le gardien en face a fait un très très beau match. Mais voilà, que du positif et surtout pour la deuxième partie de saison, c'est vraiment de bonne augure. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invitée ce soir, Clara Renaud Padovani, chargée de projet au sein du planning familial 37 pour répondre à cette question. Les IST, ça n'est plus d'actualité. Bonsoir Clara et bienvenue sur notre plateau. Le 1er décembre dernier avait lieu la journée mondiale de lutte contre le VIH et les chiffres restent préoccupants, surtout chez les plus jeunes. D'après Santé publique France, les 15-24 ans sont de plus en plus concernés. En 10 ans, les découvertes de séropositivité dans cette tranche d'âge ont augmenté de 41%. Déjà, on va rappeler qu'il y a une journée mondiale importante. La date, c'est le 1er décembre. À quoi ça sert exactement cette journée mondiale du 1er décembre ? La journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, elle reste essentielle parce que le VIH circule toujours et les fausses idées aussi. On peut aussi parler du reste des autres infections sexuellement transmissibles qui sont parfois sous-estimées et ça permet de remettre au centre les enjeux de prévention, les enjeux d'accès aux soins et de lutte contre la stigmatisation, notamment la sérophobie. Il faut rappeler aussi qu'en 2024, plus 13% de dépistage et donc s'il y a plus de tests, il y a plus de résultats et donc plus de résultats positifs. Ça peut expliquer en partie le chiffre. Alors il y a un large éventail de moyens de prévention, on le sait, on n'a que quelques minutes ce soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir absolument si on nous regarde ce soir ? Alors il y a les préservatifs internes, externes qui sont disponibles en pharmacie pour les moins de 26 ans gratuitement et aussi dans plein d'autres lieux comme au Planning Familial 37 pour tout le monde gratuitement. Il y a la PrEP, un traitement préventif contre le VIH et puis la vaccination contre l'hépatite B et d'autres certains papillomavirus. Et puis les gestes clés de prévention du quotidien, on parlait avec ses partenaires, connaître son statut sérologique et puis consulter dès qu'un symptôme apparaît.
À quelle fréquence doit-on se faire dépister? Ça aussi c'est important, et il y a aussi des normes à respecter en fonction de la sexualité qu'on a. Ouais, effectivement. Alors, si on a plusieurs partenaires, il reste recommandé d'en faire un tous les 6 mois. Si on est en couple, pareil, ça reste recommandé tous les 2 ans. Et pour ça, il y a plein d'endroits qui existent dans les laboratoires grâce au dispositif Olabo sans ordo, donc qui donne accès à un dépistage gratuit, sans rendez-vous, sans prescription pour les moins de 26 ans et pour les plus de 26 ans qui est remboursé. Il y a aussi les CGID ou centres de dépistage qui sont gratuits et confidentiels pour toutes et tous. Et puis en pharmacie, certains tests qui sont vendus en vente libre. Vous le disiez, il faut aussi encourager le dialogue, il faut lever les tabous autour des IST, ça existe en tout cas, ça touche de nombreuses personnes au cours de la vie. Il faut en parler tout simplement. Ouais, c'est ça, il faut en parler, il faut multiplier les espaces de dialogue entre amis, en famille, dans les associations qui jouent un rôle aussi dans cette prévention. Et puis voilà, rappeler que c'est pas une honte, c'est pas à juger, ça peut toucher tout le monde et que la plupart restent soignables. Un dernier mot, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, qu'est-ce qui se passe en local par rapport justement à cette prévention et ce dialogue autour des IST? Le maillage partenarial en Indre-et-Loire, il reste très solide, donc il y a des instances comme les CORES, les CODEVAS, où des professionnels se rencontrent pour en parler et continuer la prévention. Il y a le conseil départemental, les associations communautaires comme AIDS qui se mobilisent également, et puis le planning familial 37 et les centres de santé sexuelle qui sillonnent le département pour les séances d'EVARS, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui restent fondamentales pour la prévention des IST auprès des plus jeunes. Et on renvoie vers le site du planning familial. Merci beaucoup Clara Renaud Padovani d'être venue sur notre plateau. Ce soir, avant de se quitter, rappel du principal titre de cette journée de mobilisation des agriculteurs aujourd'hui en Indre-et-Loire à l'appel de la coordination rurale et de la Confédération paysanne. Ils protestent contre l'abattage massif de bovins imposé par les autorités si un cas de dermatose nodulaire est détecté. Cette maladie est très contagieuse, parfois mortelle, et dégrade la production de lait et de viande pour les éleveurs. Mais l'abattage massif aurait un coût financier et psychologique trop élevé. Les agriculteurs espèrent revoir le protocole pour privilégier d'autres solutions sanitaires. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal des sports avec Romain Delville. À demain, 17h50.